Very well. Donc je vais présenter en français, mais je voulais commencer par un commentaire pour mon collègue, le Dr. Bowden-Jones, sur le fait que il me semble néanmoins que c'est au contraire assez, je vais dire en anglais, I think it's equally serious to deal drugs and to like reggae. So I do the Je same. crois qu'il est aussi grave d'apprécier les drogues et le reggae. Bon, voilà. Je suis formé en France, mais j'exerce à Londres. Et donc, effectivement, quand j'ai été invité à venir parler, j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir parler en français un petit peu. Donc, je suis pédopsychiatre, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Et j'ai une expérience sur deux décennies, hein, et autant dans l'ambulatoire que dans le service hospitalier. Et donc, service hospitalier de différents niveaux de sécurité. Et effectivement, j'ai également, comme était indiqué auparavant, travaillé avec la section de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Union européenne, un des médecins spécialistes. Et j'ai dédié ma thèse à la comparaison un petit peu de la pratique de la discipline entre les différents pays. Donc, inutile de dire que c'est très différent dans chaque pays, mais ça m'a permis de pas mal réfléchir et de questionner un petit peu les dispositifs. J'ai également étudié pas mal d'éthique et de philosophie, et c'est vrai que souvent je réalisais que je suis assez sensible à réfléchir à la bonne décision clinique pour chaque patient, et souvent n'hésitant pas à questionner un petit peu ce qui est établi ou ce qui a été fait, hein, les coutumes auparavant. C'est mon dessin. Donc, je vais parler un petit peu de l'hôpital et de l'adolescent qui est adressé à l'hôpital. Alors, ce que je propose avec cette présentation, c'est d'apporter une réflexion sur les dispositifs de soins qui existent pour l'adolescent. Je cherche un petit peu à provoquer des questions chez chacun d'entre vous sur le processus décisionnel lorsque vous allez adresser un adolescent à l'hôpital. Alors, c'est souvent une décision qui est d'ordre médical, mais généralement, si les choses sont bien faites, toutes les personnes impliquées et qui sont incluses dans le soin de cet adolescent sont consultées. Alors, je dirais la question initiale, c'était, il m'a souvent semblé assez binaire la façon dont le soin était proposé. Donc effectivement, il y avait un soin en ambulatoire dans la communauté, ou bien assez rapidement, parfois, un peu soudainement, l'adolescent est adressé à l'hôpital. Et donc cette structure un peu binaire, je me suis dit, effectivement, parfois ça ne semblait pas très satisfaisant, je vais rentrer dans les détails, et il manquait un petit peu d'une étape intermédiaire, et c'est de cela que je voudrais un petit peu parler. Alors je ne connais pas précisément le scénario à Bruxelles, comment sont organisés et, les différents services de soins pour les adolescents, mais bon, je soupçonne que c'est comme dans beaucoup d'autres villes. Alors, il est généralement accepté que la pathologie adolescente présente une évolution qui est marquée par davantage de crises peut-être qu'avec les autres tranches de la population. Ceci est lié à la fréquence du acting out chez l'adolescent. Donc, il a effectivement une inclination à la défiance, à l'opposition. Des facteurs émotionnels y jouent. Et bien entendu, sa régulation émotionnelle et impulsivité sont également des processus qui sont assez instables chez l'adolescent. Certains adolescents peuvent présenter des comportements à risque qu'on connaît, aussi parce que leur corpulence est grande. Ils sont souvent ils ont grandi à leur taille adulte avec des capacités physiques et intellectuelles qui leur permettent de mener à bien leurs intentions, leurs pulsions parfois destructrices. Tout ça, c'est difficile et je pense que tous ceux d'entre vous qui ont eu affaire au travail clinique avec les adolescents connaissent bien.
Alors, je dirais que les caractéristiques, ces caractéristiques émotionnelles et comportementales euh, doivent être prises en compte dans la façon dont est géré l'adolescent. Euh, Souvent, les adolescents accèdent aux soins à la suite d'une décompensation, à la suite d'une crise. Souvent, ils refusent l'aide au préalable. Souvent, l'hospitalisation est le premier accès aux soins. Ceci est dû au fait de l'immaturité de leur personnalité. Et, comme on disait tout à l'heure, et j'ai retenu tout à fait le point sur la place des parents dans le soin général, les cliniciens doivent effectivement traiter l'adolescent, mais dans le cadre des parents qui sont souvent ceux qui tiennent les décisions. Hein. Et j'entends tout à fait la conversation, l'échange qu'il y a eu tout à l'heure sur comment gérer des parents qui parfois ne veulent rien savoir, qui sont inflexibles, peut-être qui se présentent comme narcissiques. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le docteur Bowden-Jones. Un parent qui se présente avec une personnalité narcissique, généralement, vaut mieux faire en sorte d'être très d'accord avec le parent et que les challenges surviennent ailleurs. Parce qu'effectivement, les parents, en tout cas dans le secteur privé, décident si l'enfant vient nous voir ou pas. Et si malheureusement on a provoqué trop de contrariétés, généralement on s'attend à plus voir l'enfant. Donc tout ça est très vrai, je suis d'accord. Mais je suis conscient que vous êtes tous, en tout cas une grande partie des cliniciens expérimentés, et que vous connaissez sans doute tout cela. Mais je précise tous ces points pour établir un petit peu la base, le contexte dans lequel je voudrais discuter un certain nombre de points. Alors, donc, ce que je voudrais faire, c'est parler de l'hospitalisation, les limites, donc les désavantages, les situations dans lesquelles l'hospitalisation n'a pas été que utile, que positif, pour ensuite parler des intérêts très clairs. Alors, je pense que l'hospitalisation, et j'entendais tout à l'heure le commentaire sur le souci du risque présent dans chaque situation. L'hospitalisation, il me semble que parfois, peut apporter un faux sentiment de rassurance, puisque l'hospitalisation apporte une solution immédiate au contrôle du comportement de l'adolescent. Et bien entendu, en ce qui concerne le risque clinique, ceci est vrai, mais il y a des répercussions potentielles et qu'il faut qu'on connaisse. Ces répercussions sont d'ordre émotionnel et représentent parfois des facteurs qui influent l'évolution positive, négative du patient ultérieurement. Moi, j'ai un nombre de patients qui ont été hospitalisés, souvent jeunes, des exemples en France, contre leur volonté, souvent sous HDT, dans des conditions très, très violentes, où ils ont été obligés d'aller à l'hôpital, et ils en restent traumatisés, mais surtout, ceci interfère avec leur confiance des cliniciens ultérieurs, et on ne peut pas s'empêcher de dire c'était un peu dommage. C'était un peu dommage. Sans doute la crise était difficile, sans doute il fallait la gérer, mais voilà, il y avait des questions à se poser. Voilà. Alors, je vous encourage à poser ce genre de questions à vos patients, et peut-être que vous le faites déjà, sur leur expérience d'hospitalisation passée, et vous y trouverez que ce qu'on vous raconte n'est pas toujours très positif. Est-ce que je dis ici est assez vrai? J'ai toujours expliqué aux parents qui parfois poussent pour une hospitalisation, souvent dans un cadre d'un conflit considérable avec leur adolescent, que l'hospitalisation en psychiatrie, c'est pas comme le reste de la médecine. En médecine, on s'imagine le soin à l'hôpital étant plus efficace, plus intense, avec plus de ressources. C'est vrai. C'est pas tout à fait la même chose en psychiatrie. L'hôpital, on va en parler, effectivement se présente avec des ressources, mais il y a tout un tas d'éléments qui sont très importants, parfois plus importants que l'accès
aux thérapies à l'hôpital. L'environnement hospitalier, on va y parler. La position du patient et son expérience de l'admission, ce que cela signifie pour lui ou pour elle. Alors, tout ça sont à discuter et je vais le développer. Donc, comme je disais, lorsque je questionne mes patients adolescents, parfois, pas tout le temps, parfois sur leur expérience passée hospitalière, les séjours sont souvent décrits comme assez négatifs. Parfois, ils racontent une colère, une sensation de privation de liberté. L'adolescent peut se sentir enfermé et peut vivre l'hospitalisation comme l'imposition de l'autre, du contrôle de l'autre sur leur propre vie. Et tout ça est invalidant. Cela peut parfois résonner ou leur rappeler des expériences abusives passées. Et parfois, on parle de façon humiliante. Et je soupçonne, vous me direz après dans vos questions et vos retours, que vous avez parfois eu des retours similaires. L'hospitalisation peut aussi déstabiliser des attachements préexistants, donc des attachements avec quelques copains positifs, avec la famille, avec l'école. On sait très bien qu'un adolescent compliqué, souvent quand ils sont hospitalisés, très rapidement, on peut parfois avoir une communication de l'école nous disant qu'ils ne se sentent plus en mesure de le reprendre, alors qu'en fait, voilà. Ou même des familles. Les services sociaux connaissent très bien ces dynamiques, où certaines familles, une fois qu'ils goûtent à la vie sans la difficulté de leur adolescent, voilà, ça crée des ambivalences, et puis effectivement, ils se demandent si de rester plus longtemps à l'hôpital n'est pas une meilleure solution. Voilà. Tout ça sont des dynamiques compliquées, et voilà. Il y a parfois une harmonie préalable qui tient de justesse. Et puis, bien entendu, être séparé de sa famille de cette façon-là peut redéclencher des sentiments d'abandon. Et on sait que tout cela est accentué pendant l'adolescence. Alors, je continue avec le négatif contre l'hôpital. On va parler du positif dans un instant. J'ai adressé beaucoup d'adolescents à l'hôpital, je vous rassure. Alors, donc, l'environnement hospitalier et psychiatrique. Alors, je pense que tous ceux qui travaillent dans la discipline connaissent. Bon, c'est un environnement particulier, parfois choquant. Effectivement, on est hospitalisé avec d'autres individus qui malheureusement souffrent de pathologies parfois plus impressionnantes. Une personne qui n'a jamais été exposée à un trouble psychotique, ça fait très peur. Voilà. Et toutes ces choses-là sont des choses qui existent malheureusement, et bien entendu je pense à l'adolescent qui souffre du trouble psychotique, c'est évidemment pas de sa faute, mais être à l'hôpital parfois ça a un impact terrible sur l'identité de l'adolescent. C'est très difficile pour l'adolescent de ne pas se sentir un malade psychiatrique, entre guillemets. Voilà, on sait que toutes les dynamiques autour de l'identité chez l'adolescent sont délicates. Voilà. Regrouper plusieurs adolescents en colère avec des tendances d'opposition et de défiance dans un milieu confiné et fermé, généralement, c'est très compliqué. Et je dirais comme dans une prison, et je suis désolé de comparer, certains adolescents qui sont moins dans un esprit d'aller mieux, n'hésitent pas à former les plus jeunes à comment voler, à comment s'automutiler, comment cacher les outils nécessaires à l'automutilation, et tout ça on l'apprend à l'hôpital. Une fois de plus, les narrations que j'obtiens d'adolescents qui ont été préalablement hospitalisés
Souvent, ils en parlent comme une période où effectivement ils vivaient dans une grande irresponsabilité, avec des comportements à risque. Ils parlent d'une régression émotionnelle et de camaraderie, de relations peu constructives. Voilà. Et d'ailleurs, ils ne cherchent pas toujours, et je sais que c'est aussi contre-indiqué par les services hospitaliers, ils ne cherchent pas à rétablir le contact avec beaucoup de leurs pères, pas leur papa, mais leurs camarades qui étaient hospitalisés au même temps. Traduisons une reconnaissance que l'époque était peut-être pas bonne pour leur progression. Voilà. Donc, on va maintenant parler un petit peu de, bien entendu, tous les bénéfices de l'hospitalisation. Alors, on pourrait reprendre tout ce que je viens de dire dans son contraire, bien entendu, la séparation avec la famille absolument essentielle quand la crise évolue. On sait très bien, d'ailleurs, les adultes en couple connaissent très bien, trop de proximité, trop de temps ensemble n'est pas nécessairement bon pour la relation. Et la même chose s'applique avec l'adolescent. L'adolescent est en colère contre ses parents, est tellement en colère qu'il n'arrive pas à être en contact avec les émotions d'attachement, de reconnaissance, d'amour. Et dès qu'ils sont séparés, effectivement, je dirais, maintenant ils sont en colère avec d'autres adultes, ceux qui gèrent le service hospitalier, eh ben, ils peuvent effectivement reconnecter avec le fait que leurs parents leur manquent et que voilà, c'est pas tout blanc tout noir. Hein, il y a des compromis à faire. Voilà, tout ça on connaît bien et il n'y a pas que l'hôpital qui offre cette dynamique. Mais c'est un exemple où l'hôpital peut être très utile. Bien entendu, l'hospitalisation apporte une limite immédiate au comportement. Et à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, effectivement, quand le risque est très élevé, il n'y a pas d'autre solution. Et nombre d'enfants sont vivants parce qu'ils ont été hospitalisés à temps. On connaît bien. L'hôpital, pour le plus ou pour le négatif, impose un espace psychique de réflexion pour l'adolescent. Il est dans un environnement qui est nouveau, peut-être pas un qu'il souhaite, mais c'est un espace différent où effectivement il peut réfléchir à ses relations, à son école, à sa vie dans la rue, à ses camarades, à ses relations amicales peut-être moins positives. Et puis on en a parlé tout à l'heure avec le Dr Bowden-Jones. Voilà, l'abus de substances illégales, on sait très bien que, effectivement, comme était dit, n'est pas juste un problème individuel, ça fait partie des pathologies psychiatriques qui ont une grande part de social. Donc effectivement, la meilleure décision que... je ne vais pas rentrer dans ce que le Dr Bowden-Jones est plus un expert dans que moi, mais effectivement, un adolescent qui se drogue, la meilleure chose qu'il peut faire, c'est changer de copain, ça c'est sûr. Il peut changer de copain si effectivement tous ses copains partagent cette passion pour la drogue en question. Bien entendu, l'adolescent a une opportunité de réfléchir à tous les événements, à tous les choix qu'il a fait ou qu'elle a fait, qui l'ont amené à être hospitalisé. Voilà. Alors, les ados, et je dirais les adultes, c'est sûrement similaire. Une fois que cette limite est imposée, même si ça se passe dans la violence, même si ça se passe dans beaucoup de conflits et de détresse émotionnelle, et parfois suivi par une réaction dépressive. Je dirais même que souvent, le comportement de l'adolescent est une directe traduction de symptômes dépressifs, et on sait que l'adolescent déprimé
rarement se présente en pleurant avec une petite voix, en vous demandant de l'aide. Hein. C'est généralement un adolescent, hein, et généralement très en colère et très difficile, malheureux, mais généralement c'est la faute de quelqu'un d'autre et généralement les parents. Donc voilà, donc il y a une réaction dépressive après qui, effectivement, on sait, est une étape importante pour qu'il puisse y avoir un peu de changement. Voilà, et comme a été dit tout à l'heure, l'hospitalisation chez les adolescents qui refusent toute aide est parfois la première étape dans un quelconque soin. Ils refusent tout, donc il n'y a pas d'autre choix. Alors, on peut réfléchir au rôle de l'hospitalisation, et c'est souvent une discussion qu'on a avec les instances qui doivent payer l'hospitalisation, et on sait que c'est cher, hein, c'est assez cher. En Angleterre, c'est souvent les instances, les commissions de financement du NHS qui sont très pénibles à gérer. Et effectivement, juste rappeler que l'hospitalisation, le but, la mission principale de l'hospitalisation, c'est d'éviter une détérioration d'une situation. Et qu'effectivement, on ne s'attend pas toujours à que l'hospitalisation apporte une progression. C'est vraiment un contrôle, c'est vraiment une limite qui est imposée, et qu'effectivement tout ça est reconnu parmi les psychiatres. Alors bien entendu, il existe des ressources thérapeutiques à l'hôpital. Normalement, il devrait y en avoir plus. Parfois, dans certains services hospitaliers, dans certains organismes qui sont limités en financement, il n'y a pas toujours ce qui est désiré, hein, thérapeutiquement. Ils sont enfermés, certes, mais il n'y a pas toujours la thérapie dont ils auraient besoin. Pardon. Mais effectivement, ce que j'ai également pu constater, une fois de plus, sur le retour de patients, c'est que ce n'est pas nécessairement à l'hôpital où ils ont pu progresser thérapeutiquement. Et on sait bien que le progrès se passe sur le plan psychologique, se passe dans le contexte, hein, d'une relation thérapeutique, idéalement leur psychothérapeute, psychologue, etc., une relation thérapeutique qui est fiable, qui crée de la confiance, qui est empathique. Et on connaît bien cette étude d'il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement le nom, qui avait effectivement démontré de façon amusante que le succès d'une thérapie était nettement moins lié à la technique qu'à la qualité de la relation. Donc ça, je dirais, c'est du common sense, hein, ça peut-être surprend personne, mais c'était bien de le déterminer. Et je pense que c'est bien de toujours avoir ça en tête. Et d'ailleurs, souvent, les adolescents qui arrivent à l'hôpital, ils sont dépourvus, souvent d'une quelconque relation, où leur seule relation fait partie du groupe d'amis qui se droguent tous. Donc effectivement, on est assez limité. Donc quand cette relation se développe, il y a une vraie force thérapeutique qui apparaît. Le milieu hospitalier peut être très busy, hein, il y a beaucoup de monde, hein, parfois. On connaît bien les infirmiers de nuit, les infirmiers de jour. Parfois, il y a même 3 shifts sur la journée. Parfois, le personnel n'est pas un personnel stable. Ils doivent prendre ça en intérim, de remplacement. Donc, ça peut créer aussi un milieu où je dirais, on se sent encore plus avec des étrangers, des personnes qu'on ne connaît pas. Tout ça sont des complications de l'hospitalisation qu'il faut reconnaître. Et puis le contrat, hein, à chaque hospitalisation, entre le patient et la famille et le soignant, c'est que l'objectif, c'est la sortie de l'hôpital. Hein. L'objectif, c'est de partir, hein, c'est to move on. Et tout ça crée une limite dans le temps, une limite aussi dans la relation avec les soignants. Tout ça font partie de la dynamique de l'hôpital, on doit faire avec. Donc, je n'analyse pas tout ça pour arriver à une conclusion simpliste, ready-made. J'essaie un petit peu de vous proposer, et peut-être qu'il y a des choses que vous voudrez rajouter à cette analyse,
à réfléchir un petit peu à ce que l'hospitalisation apporte, à ce que l'hospitalisation malheureusement n'apporte pas de façon idéale. Et moi, l'hospitalisation, dans son sens, dans la façon dont je l'ai décrit, pour moi, je considère un petit peu comme un soin un peu traditionnel. Voilà, je nomme un petit comme ça. Et ce que je voudrais un peu ouvrir, c'est la discussion sur, effectivement, quels autres services peuvent être développés, quels autres services peuvent être créés. J'en discutais, il y en a qui existent. Il y en a donc un service que j'ai développé, donc j'en parlais un petit peu plus précisément. Mais simplement cette réflexion de qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut créer à mesure, qu'est-ce qu'on peut créer sur le plan organisationnel pour aider ces adolescents du fait de leur particularité, du fait de leur tranche d'âge, du fait de la pathologie qu'ils présentent. Ok. Donc, alors, souvent quand j'exerçais à l'hôpital et je traitais ces adolescents à l'hôpital pour une variété de pathologies, des pathologies psychotiques bien entendu, des problèmes dépressifs accrus, des comportements à risque sans vraiment de pathologie sous-jacente. Il y en a un paquet de cela à l'hôpital également. Souvent demandé, je me suis souvent fait la remarque, c'est un peu dommage d'être arrivé à l'hôpital. Et effectivement, je dis ça quand je revois un petit peu quel niveau de soutien, d'aide ils ont pu bénéficier au préalable. Et effectivement, un petit peu réfléchi à juste l'idée, s'il y avait suffisamment de soins ambulatoires, suffisamment de soins intensifs pour un patient donné, est-ce que ça permettrait d'éviter l'hospitalisation? Alors moi, je suis persuadé que oui, pour un certain nombre. Peut-être que le trouble psychotique, peut-être pas, bien que. Si on arrive à lui faire prendre le médicament un temps, généralement on évite les escalades. Mais voilà, l'idée qu'un soin ambulatoire suffisamment développé, coordonné, intense, voilà, on peut trouver un tas d'adjectifs. Est-ce que ça permet de éviter? Moi, je suis persuadé que oui. Je serais intéressé d'avoir votre retour après, lors de la phase question. Alors, qu'est-ce qui constitue un soin ambulatoire efficace? Bon, alors effectivement, je dirais que le patient soit engagé avec les services, que la confiance, l'empathie soient présentes. Toutes les choses qu'on a décrites tout à l'heure. S'il y a des facteurs sociaux, qu'effectivement on ait des services sociaux, en tout cas en Angleterre, c'est la catastrophe. Je sais qu'en France, c'est toujours mieux ressourcé. Mais voilà, qu'on ait des services sociaux qui puissent aider pour des problèmes sociaux où on est un peu limité quand on est clinicien pour agir. Que l'école soit impliquée, que l'école comprenne, que l'école soit à l'écoute. Alors ça, effectivement, on a moins de contrôle sur cet aspect-là. Voilà. Tout ça, il me semble être un bon soin ambulatoire. Et sans doute, vous avez des points à rajouter à la liste. Et s'il vous plaît, vous ferez les commentaires tout à l'heure. Je serai très intéressé de savoir ce que vous pensez. Alors, dans ce cadre, donc moi je travaille exclusivement dans le privé maintenant. Je ne travaille plus dans le public depuis 5 ans. Et en tout cas en France, et puis quand je suis parti en Angleterre, à Londres, j'ai travaillé dans le secteur public et j'ai développé un service ambulatoire dans le privé, justement avec cette idée en tête. On va essayer de développer quelque chose qui est ressourcé, quelque chose qui est flexible, quelque chose qui n'attend pas que l'adolescent vienne à la consultation, et puis finalement on fait le calcul de nombre de séances ratées, mais plutôt si l'adolescent ne vient pas, on a les ressources pour aller le rencontrer chez lui, un travail effectivement avec la famille, et tout ça très coordonné dans ce qu'on appellerait un service de intensive outreach. Voilà, donc j'ai développé un programme qui s'appelle le Bear Project, Young Persons Treatment, et donc qui est basé à Londres, et donc qui est un soin un peu multidisciplinaire, basé autour de la technique thérapeutique de Dialectical Behavior Therapy, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent.
et qui est une thérapie un petit peu basée sur un peu comme du CBT, comme du Cognitive Behavioral Therapy, mais peut-être plus basée sur le fait d'aider les adolescents à mieux contrôler l'intensité de leurs émotions, et effectivement avec des stratégies très précises qu'ils peuvent apprendre. Donc c'est ce qu'on appelle un peu un skills-based therapy, qui parfois contrastent dans leur expérience avec d'autres types de thérapies, par exemple transference-based therapy ou psychodynamic therapies, où effectivement c'est la thérapie dans le sens plus traditionnel, qui est très utile, je ne critique absolument pas, qui parle un petit peu plus de la vie de l'enfant, de l'adolescent, des relations, à réfléchir à leurs sentiments vers les autres, et tout ce qui ressort d'une réflexion sur le transfert, le contre-transfert. Et donc ce service développé autour du Dialectical Behavioral Therapy, on a également donc un counselor, donc une thérapeute qui aide au soutien des parents et qui voit les parents seuls, sans l'enfant, donc ce n'est pas une thérapie familiale. Et on a également un photographe qui fait du travail un petit peu de mentoring créatif avec les adolescents, pas dans un but thérapeutique, pas pour réfléchir à leur vie, mais juste de pouvoir un petit peu engager avec une activité créative, etc. Alors, un photographe qui peut effectivement travailler autour d'autres choses que simplement la photographie. Et voilà, et donc ce service qui est développé maintenant depuis 3 ans, on a bien entendu fait des calculs des résultats, et voilà, les résultats ont été très bons. Les résultats, un nombre de patients nous sont venus, je dirais, à la porte de l'hôpital, dans presque, je dirais, pour éviter une hospitalisation, et les résultats ont été très bons. Et je reconnais tout à fait pleinement que ceci a été établi, a été obtenu parce que on a eu ces ressources de coordination, on a eu ces ressources de flexibilité. Et au final, et c'est important que les instances qui gèrent le financement des hospitalisations comprennent qu'au final, ça coûte moins cher que l'hôpital. Alors, je dis tout ça dans la généralité, et je suis bien conscient qu'il y a des pathologies qui diffèrent. Chaque adolescent ne se présente pas de la même façon. Un trouble psychotique est très différent à d'autres troubles, et que tout ça est pris en compte. Au bout de 6 mois de traitement, donc les patients qui ont effectivement complété la thérapie, Dialectical Behavioral Therapy, au bout de 6 mois, 85% d'entre eux sont de retour de façon active et meaningful dans leur éducation, des relations avec leur famille qui sont améliorées, une meilleure expérience de leur interaction avec leur père, et bien entendu des comportements à risque nettement diminués ou qui ont disparu. Donc voilà, en tout cas des bons résultats que simplement je souhaitais partager. Alors je suis bien conscient que ce n'est pas un service unique, je suis bien conscient qu'il y a eu des tentatives et des succès similaires dans d'autres pays, mais c'est simplement pour, une fois de plus, juste provoquer la réflexion sur peut-être, à mon avis, beaucoup à obtenir, à réfléchir à des services innovants, à des services qui ne se peut-être, je dis confortablement, mais c'est un peu provocateur, mais qui simplement ne se rangent pas dans l'organisation binaire de hospitalisation, ambulatoire, etc. Alors je toucherai juste 2 mots, et je vais terminer bientôt, pour vous donner la parole. Donc, je dirais de plus en plus sur les années, lorsqu'un patient effectivement ne pouvait plus être aidé en ambulatoire, que ce soit avec le service que j'ai développé ou qui est effectivement aidé par d'autres équipes, j'ai utilisé de plus en plus des programmes aux États-Unis qui s'appellent The Wilderness Program. Et donc ces programmes, alors je ne sais pas si vous connaissez ici en Belgique, mais c'est des programmes qui m'ont vraiment inspiré du fait de leur innovation. Donc, je pense que l'origine des Wilderness Programs, c'est souvent ce qu'ils appellent des bootcamps. Donc, c'est des enfants très difficiles qui sont mis dans des camps quasi-militaires.
voilà, qui remplacent peut-être le service militaire de l'époque, qui n'a plus lieu, mais qui ont développé un programme similaire, mais avec beaucoup de thérapie et nettement moins dans la discipline et je dirais l'atmosphère militaire. Et j'ai vu des résultats formidables. Alors, juste pour décrire un petit peu comment ça se présente, c'est ces adolescents qui souvent n'ont pas envie d'y aller, donc bien entendu, ça, on connaît. Et généralement, le processus de les emmener là-bas doit se faire de façon stratégique. Alors, souvent, ceux qui sont impliqués dans la drogue, généralement, ne sont pas trop contre d'aller dans un programme de soins lorsque les drug dealers sont à leur recherche, parce qu'ils leur doivent plein d'argent. Voilà, il y a une stratégie à réfléchir, mais une fois qu'ils sont là-bas, ils sont effectivement dans un cadre qui est très différent et qui ne peut que les secouer, leur permettre un changement d'espace psychique. Alors, ils vivent dans le wilderness, hein, donc ils vivent un petit peu dans la nature, dans la forêt. Donc aux États-Unis, il y a tout un tas de programmes près du Grand Canyon, dans le Utah ou le Nevada. Et effectivement, avec un groupe d'autres adolescents, ils vont vivre une vie un petit peu nomade avec des thérapeutes de wilderness, vivant en communion avec la nature, sans technologie. Donc ça, c'est un élément important. Sans technologie, sans montre. Donc effectivement, ils se positionnent dans le temps en fonction de la position du soleil et en se souciant de leur nourriture, en se souciant de créer un préau pour pouvoir dormir le soir à l'abri de la pluie, s'il pleut, etc. Et je retrouve à l'issue, ces programmes généralement durent 8 semaines, 2 mois, des enfants qui ont complètement changé leur processus psychologique. Souvent, les enfants au préalable qui étaient dans le contrôle, de tout le monde, de tout ce qui pouvait se passer, poussés par de l'anxiété, et qui sont, je dirais, presque calmement acceptés, qu'effectivement, ils ne peuvent plus contrôler tout ça. Alors, c'est vrai que je pense que l'expérience, alors, je n'ai pas travaillé dans ces wilderness programs, donc j'essaie un petit peu d'apporter un aperçu, mais sans en être un expert. Hein. Effectivement, la nature impose des limites naturelles, hein, et que on les perd quand on vit dans une civilisation moderne, dans un milieu urbain avec la technologie où tout est accessible tout le temps, à tout moment. Et on retrouve des adolescents effectivement qui ont un lien très différent au fait d'être dans le contrôle. Et je vous assure, c'est très étonnant. Ils découvrent également l'impact de leur comportement sur les autres, parce qu'effectivement, ils fonctionnent en groupe et ils doivent effectivement s'aider, être à l'écoute les uns des autres. Et tout ça se passe dans un milieu voilà, qui promeut tout cela. Certaines anecdotes, ils rencontrent des animaux sauvages, un ours, une tarentule dans une chaussure le matin, etc. Tout ça sont des anecdotes qui viennent des adolescents qui ont accompli ces programmes et qui en parlent avec beaucoup d'émerveillement. Voilà, donc c'est un autre exemple de soins innovants qui, je pense, a délibérément refusé de s'inscrire dans le cadre traditionnel d'hospitalier et non hospitalier. Je sais que mon collègue de Yes We Can, donc il y a un service hospitalier en Hollande, Piet va nous parler un petit peu d'un service hospitalier en Europe qui est également très innovant, et il nous en parlera, et à qui j'envoie des patients également. Mais voilà, donc l'idée, je pense, l'objectif de mon intervention, c'était de parler un petit peu de... Voilà, est-ce qu'il y a des façons plus créatives qui permettent de mieux prendre en compte les particularités de l'adolescence, l'impulsivité, la régression émotionnelle, le besoin de sensations fortes, le besoin d'être déconnecté de leur technologie. Est-ce qu'il y a des dispositifs comme ceux dont j'ai décrit, qui peuvent être réfléchis, qui peuvent être pris en charge, pris en compte par les organismes, les gouvernements, les assurances privées, qui sont du côté de personne, généralement. Voilà. Est-ce qu'il y a une réflexion, une discussion, un débat à avoir pour promouvoir ces nouvelles formes de soins? Voilà, merci beaucoup.
Thank you. That was very interesting and C'était très intéressant et très intéressant de voir aussi l'autre côté de cette situation. J'ai bien aimé votre conclusion qui disait on doit bien voir quelles sont les possibilités de nouveaux programmes. C'est tout à fait vrai puisque beaucoup d'adolescents estiment que les programmes de randonnée aux États-Unis sont très intéressants. Je pense que ce serait une très bonne chose si on pouvait créer ces programmes en Europe également. Moi j'ai une question, si personne n'a de questions. Je ne peux pas passer avant quelqu'un d'autre. Melissa, is there anyone having a question? Because I do have a question, so, but I don't want to cue. S'il y a quelqu'un qui a une question, puisque je ne veux pas... J'ai vraiment de plus en plus le sentiment que l'âge de l'adolescence est un âge de la liaison entre le comportement et l'émotionnel. Et que beaucoup de choses reposent sur l'engagement dans le comportement, l'exploration du comportement, la définition de limites, de barrières, du permis, du pas permis, du souhaitable, du pas souhaitable, du plaisant, du déplaisant, au travers de l'apprentissage comportemental. Ça, c'est un petit peu ma réflexion en tant que praticien. Maintenant, je ne suis pas spécialiste. Est-ce que ça implique, réfléchissant aux thérapies dialectiques comportementales, à DBT, est-ce que ça implique que finalement, il faut prendre le problème par le bout du comportement avant tout, quand on s'adresse à des adolescents? Modification du comportement, exploration des limites comportementales, des rock bottom, pour toucher le fond du doigt, là où on commence à se brûler. Est-ce que c'est finalement ça l'angle thérapeutique majeur avec l'adolescent? Alors merci pour la question, merci pour le commentaire. Alors peut-être on va parler un petit peu plus de comment gérer les adolescents, et il y aura beaucoup de overlap un petit peu avec la présentation précédente. Moi, je pense que j'entendais tout à l'heure dans les questions pour le Dr. Bowden-Jones, voilà, il faut qu'on traite la cause, et pas juste le symptôme, et tout à fait, il a très bien répondu, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Voilà, il faut que... C'est bien quand une équipe, ou en tout cas un professionnel, doit gérer le concret, le matériel, le pratique, et puis l'autre qui gère un petit peu la cause, en tout cas quelles sont les dynamiques émotionnelles qui jouent selon le psychothérapeute, etc. Mais c'est vrai que dans la gestion d'un adolescent, je pense que c'est bien utile de s'imaginer que c'est un individu qui psychologiquement progresse très vite. Voilà. Et je pense que c'est bien plus utile de laisser un adolescent faire sa connerie, bien entendu, tant qu'elle n'est pas trop risquée, et de découvrir de lui-même les limitations de cette façon de faire, les limitations, plutôt que d'engager pendant des semaines éternellement une dispute entre lui et ses parents sur qui a raison, qui a tort. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est lié à ton point, Christophe, sur le comportement. Je pense qu'effectivement, c'est bien de parler de comportement avec l'adolescent, voilà, laisser un petit peu les questions liées à la cause arriver, je dirais, progressivement et idéalement de son initiative. Ouais. Et je pense qu'effectivement, ces camps, tous ces dispositifs permettent ce genre de processus. Mais je ferai un commentaire également. Souvent, il y a beaucoup de projets créatifs qui ont été faits, particulièrement en Angleterre, avec les boarding schools. Je dirais, la culture de boarding schools en Angleterre est très particulière parce que beaucoup d'enfants vont à des boarding schools. Et je ne dis pas ça parce que ce n'est pas bien. J'observe que c'est le cas. En France, généralement, les enfants qui vont à des boarding schools, c'est généralement qu'ils se sont très mal comportés ou que... voilà, c'est généralement négatif. Ce n'est pas le cas en Angleterre. En Angleterre, les très bonnes écoles, d'ailleurs, sont les boarding schools, beaucoup d'entre elles. Donc, c'est très intéressant parce que moi, il y a tout un tas de dynamiques compliquées liées aux boarding schools, particulièrement la façon dont ça affecte l'attachement des enfants et de leurs parents. Mais
on doit reconnaître que cette séparation nécessaire entre un adolescent et les parents, eh ben l'objectif est obtenu avec un enfant qui va au boarding school. Et d'ailleurs, on voit bien que dès qu'ils sont de retour l'été, c'est compliqué. Et on est tous là en train d'attendre que l'école reprenne un petit peu. Donc, je pense que c'est aussi un exemple d'approche créative. Bon, ça n'a peut-être pas été fait d'un point de vue de création, mais des dispositifs qui sont qui permettent de toucher les objectifs. Voilà. Merci Paul. I'm interested in Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre commentaire sur les boarding schools, justement, les internats. Étant donné que je suis irlandaise, c'est vrai que nous gérons la chose un petit peu différemment par rapport aux Britanniques. Je sais que certains ont de très bons souvenirs de leurs internats, d'autres pas. Hein. Ça, c'est une autre discussion, bien sûr. Mais il me semble néanmoins que les adolescents ont des problèmes à exprimer leurs émotions et à gérer leurs émotions. Et par conséquent, on devrait peut-être en revenir à nos systèmes éducatifs et essayer de leur offrir un appui dans ce sens. Et je me demande s'il ne faudrait pas aussi offrir plus de soutien aux parents. Si on en revient au premier orateur de ce matin qui disait que beaucoup d'addictions surgissent en réaction à des problèmes relationnels ou autres, est-ce qu'on ne devrait peut-être pas commencer par là, justement? Can I answer this one in English? Je vais répondre à cette question en anglais. Alors, je suis tout à fait d'accord, oui, avec ce que vous dites. Et je me suis pas concentrée justement de façon délibérée sur la question de l'addiction. Je voulais avoir une approche plus générale des défis liés à cela. Mais oui, la famille, le système, le jeune, évidemment, en général, c'est difficile pour eux d'avoir une réflexion sur leurs émotions. Et très évidemment, s'ils pouvaient réfléchir au pourquoi au lieu uniquement de réfléchir à l'action, oui, ce serait mieux. La dynamique dans les écoles est parfois difficile. Beaucoup de jeunes ne veulent pas obtenir d'aide à l'école puisque ça devient plus apparent. Les autres s'en rendent compte, leurs pères se rendent compte. Mais oui, je suis d'accord, je pense que tout le monde a un rôle à jouer. Mais un commentaire, dans mon approche des adolescents, moi, je les vois toujours avec leurs parents, autant que faire se peut. Hein, ce n'est pas une approche par défaut. Je pense que évidemment, il faut faire la part des choses. S'il y a un jeune qui veut partager quelque chose avec moi et ne pas en parler devant ses parents, on peut avoir un entretien individuel. Mais comme je l'ai dit précédemment, en général, j'aime voir tout le monde ensemble. Comme ça, oui, en général, il y a une différence qui apparaît. Et au lieu de se disputer, ça leur permet de réfléchir, d'approcher les choses sous un autre angle. Et très souvent, ça fonctionne assez bien. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, oui. Et je ne vais pas contredire ce que vous avez dit. Est-ce que l'on ne devrait pas peut-être revenir à notre propre fonctionnement comme être humain et proposer à nos enfants des outils, des systèmes éducatifs qui leur permettront de gérer ce genre de difficultés? En fait, qu'on leur donne plus d'outils pour être capables, au bout du compte, de gérer ces situations et aussi peut-être se poser la question de la parentalité et savoir comment est-ce que certaines organisations pourraient aussi venir en aide aux parents avant qu'une difficulté devienne un véritable problème. Alors, je vais vous donner un exemple de la mindfulness. Alors, la mindfulness, justement, le plein esprit s'est avéré, utile. On en a beaucoup parlé. Ça a été très à la mode à un moment. Et je pense que pour certains jeunes, ils disaient, bon, mais c'est quoi ce truc? C'est très bizarre. Ça les faisait rire, en fait. Ils avaient une attitude très réticente, puisqu'on en parlait en classe, évidemment.
D'autres avaient, dans certaines écoles, il y avait une approche différente, c'était abordé en plus petits groupes, et c'est vrai que parfois, forcément, la configuration fait que la réception est différente de la part des élèves. Mais je suis d'accord avec vous, chacun de ces élèves, on avait pu faire quelque chose plus tôt pour eux, oui, ça aurait été utile. Mais les ressources sont limitées, ça on le sait tous. I think hearing all Je pense que en écoutant tout cela, le message à retenir, pour simplifier peut-être un petit peu les choses pour tous les parents, ce serait les conséquences. Je pense qu'on vit actuellement à une époque dans laquelle on essaie de bien venir en aide à un enfant parce qu'on l'aime et on ne veut pas qu'il vive des échecs ou des situations disgracieuses. Et je pense que, eh bien, les écoles ont aussi souvent tendance à être surprotectrices. Lorsqu'un étudiant, un jeune termine le secondaire, il va à l'université et parfois c'est un défi trop grand, c'est trop difficile, il se retrouve trop livré à lui-même. Mais en tant que parent, en tant qu'individu, ce que l'on peut faire, eh bien, si un jeune aime beaucoup les jeux vidéo, par exemple, dans un jeu vidéo, il y a des niveaux, il y a des règles. Donc, il faut d'abord terminer le niveau 1 pour pouvoir accéder au niveau 2. Et les parents ont parfois peur de dire que d'établir des règles en fait et de mettre une limite et dire que si j'établis une limite, mon fils ou ma fille va me haïr. Et c'est l'inverse. Parfois, il y a une réaction plus positive de l'enfant qui a besoin de connaître cette limite. Et les parents le font, s'ils le font avec amour, l'enfant va réagir positivement. Donc je pense que dans le cadre d'une thérapie familiale, ça peut bien fonctionner si on voit de l'amour des deux côtés, mais qui peut être, oui, qui sera exprimé de cette façon. C'était juste un commentaire que je voulais partager. No questions. Pas de questions? On a encore 5 minutes. J'ai encore une question, Paul. Les approches ericksoniennes du lifespan, des stades de développement, quel est l'objectif de l'adolescence? Qu'est-ce qu'on acquiert sous le mot adolescence? Je ne suis même pas sûr que l'adolescence soit un âge biologique, je pense que c'est un âge social qui a été à géométrie variable de l'Antiquité romaine jusqu'à nos jours, avec différentes implications. Nous avons parlé de Charles Dickens et des enfants qui n'ont pas d'adolescence parce qu'ils travaillent déjà comme des adultes. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Quel est le goal, l'objectif du stade de l'adolescence dans la civilisation occidentale du XXIe siècle ici? Okay, so Bien. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec Christophe l'autre jour. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux parler peut-être un petit peu plus de l'adolescence et de cette période que l'on connaît tous. C'est vrai que pour les cliniciens, ça se trouve entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, il y a beaucoup de changements, la puberté d'une part, qui est un véritable désastre, évidemment. Et tout change, en fait, au cours de cette période. Il y a une adaptation constante au changement. Tout change presque de façon quotidienne. Imaginez-vous si dans votre travail, les choses, le contexte changeait tous les jours. Eh bien, d'un point de vue émotionnel, bien évidemment, ce n'est pas facile à gérer. Mais comme le disait Christophe, parfois, ça peut être utile de comprendre. Bon, je suis parent moi-même d'un jeune adolescent et je fais les mêmes erreurs, je vous rassure. Mais il est intéressant, je pense, de comprendre à quel point est-ce que l'adolescence peut être bénéfique. Christophe, justement, fait illusion à Charles Dickens, qui parle justement de cela. Et dans beaucoup de civilisations, les adolescents jouent un rôle clairement défini, même à travers les différentes espèces. Chez certains animaux, les adolescents jouent un rôle particulier. Et je pense que c'est intéressant d'en tenir compte, puisque dans notre société occidentale moderne, les adolescents sont toujours ceux qui vont repousser les limites, repousser les barrières.
c'est vrai que voilà, ils avancent à un rythme, à un changement effréné. Je pense que c'est intéressant de se le rappeler régulièrement, même si bien ils nous donnent beaucoup de travail. Ils repoussent, ils remettent en question constamment, ils vont toujours à l'encontre pour le bien-être, je pense, de la société au bout du compte. Et oui, cela peut avoir des conséquences, bien évidemment, des conséquences qui seront plus favorables lorsqu'on n'est pas en colère, puisque lorsqu'on est en colère, en général, les conséquences ne sont pas très constructives. Hein. Effectivement, en général, oui, c'est quelque chose qui est assez clair, mais si on veut que nos jeunes assument la responsabilité de leur comportement, eh bien, je pense on le fera mieux sans être en colère et sans, de façon plus calme. Aussi, autre point, oui, je pense que l'adolescence, c'est quelque chose qui est une période difficile. Alors là encore, je m'excuse, je fais un parallèle avec la prison, mais parfois ça aide de le faire. Ça doit être assez désagréable. Hein. Mais pour en revenir au point initial sur les adolescents, oui, je pense qu'ils sont là pour repousser les barrières, c'est ce qu'ils font, c'est leur rôle. Et de plus, il y a leur développement émotionnel qui est à prendre en compte. Sur une base émotionnelle, bien, lorsqu'on est enfant, on est très heureux que l'on nous dise ce que l'on doit faire. Finalement, eh bien, on veut bien faire. La plupart des enfants, dans ce cadre, eh bien, se sont très heureux, sont satisfaits. Lorsqu'on devient adolescent, ça ne fonctionne plus du tout. Lorsque l'on devient adolescent, ce qui est important, c'est d'être soi-même, d'être indépendant, de prendre ses propres décisions. Et la meilleure façon de s'assurer que, finalement, les parents avec lesquels vous vous êtes tellement bien entendus pendant de nombreuses années, eh bien, ne vont plus prendre les décisions pour vous. Et pour ce faire, eh bien, vous devez dire le contraire de tout ce qu'ils disent, pour s'assurer qu'au moins, ce que vous faites, ce n'est pas le fruit de leurs décisions à eux. Bon, c'est une façon de présenter les choses, mais c'est assez clair, puisque souvent, les adolescents fonctionnent un petit peu comme ça. Il dit non avant même d'avoir entendu ce que les parents vont lui dire. Et lorsque vous leur dites, eh bien, souvent, ils sont un petit peu déçus de devoir être d'accord avec vous. Ils disent, bon, d'accord. Mais c'est ça, c'est ce qui se passe, ce qui se joue ici d'un point de vue émotionnel. Donc, je pense que c'est préférable que le conflit se produise à cette période, sur ce qu'ils regardent à la télé, bien vous regardent des films qu'ils ne sont pas censés regarder. C'est préférable d'avoir une discussion là-dessus plutôt que sur la consommation de drogue, etc. Puisque clairement, oui, l'enfant, bien dans un contexte d'école va se rendre compte effectivement que c'est important pour lui de bien réussir, pour faire plaisir à ses parents. Et là, on ne veut pas effectivement que le conflit s'installe à ce niveau-là. On préfère qu'il s'installe dans d'autres domaines. Donc, comme vous l'avez dit, le fait d'être en conflit, de se rebeller, d'être un cauchemar, en fait, d'un point dit de façon plus claire, eh bien, c'est un petit peu le rôle des adolescents. Et ça ne dure pas pour toujours. Là aussi, c'est mon conseil, c'est ce que je dis aux parents. Ça ne va durer que quelques années, donc tenez bon. Et oui, il y a des avantages à cela. Il y a des avantages pour eux-mêmes, pour la société, comme je l'ai dit, et oui, et même pour les parents. Merci mille fois. Et nous faisons une pause. Et à 45, nous commençons avec Prospective Jeunesse. Merci.